Germain, donc licence en urbanisme de l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée en 2016, master en mécanique des matériaux par la suite de la même école. Je vais vous présenter ses travaux sur le contenu pour l'acoustique virtuelle. Et maintenant, ce que je voyais, ingénieur acoustique 3D chez Devialet. Et ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont ces haut-parleurs-là, mais ils coûtent vraiment cher. C'est ce que j'ai retenu. Donc, ensuite, on a notre invité, professeur Manuel Melon, merci d'être là, professeur au laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans. Ses domaines de recherche sont l'acoustique, l'électroacoustique et la vibroacoustique. Ensuite, le professeur François Grondin, au département de génie électrique et génie informatique ici, s'intéresse à l'acoustique, la reconnaissance de la parole et la robotique dans son sens plus large. Le professeur Olivier Robin, qui est professeur au département de génie mécanique ici, expert en acoustique, vibration, traitement du signal, expérimental de matériaux et structures, et bien d'autres. Ensuite, le professeur Philippe Aubert-Gauthier qui nous visite, merci. Donc, qui est co-directeur de notre candidat, professeur maintenant à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM, directeur associé du Center for Interdisciplinary Research in Music, Media and Technology. S'intéresse donc ses recherches sont au croisement des arts, des technologies et des sciences, particulièrement en acoustique virtuelle et en matérialisme numérique. Finalement, le professeur Alain Berry, ici, qui est le directeur de notre candidat, professeur au département de génie mécanique aussi, s'intéresse sur le contrôle actif du bruit, des vibrations, modélisation, analyse numérique en acoustique et vibroacoustique. Donc, la parole est maintenant ton tour, tu as 47 minutes. OK. Je vais te dire quand il reste un peu de temps, puis ensuite on va passer aux questions. Très bien. Bon, merci à tous déjà d'être venus. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, je ne m'y attendais pas vraiment. Donc, je vais commencer à présenter un peu la synthèse de ce que j'ai effectué ces 4 dernières années sur la génération de contenu, donc particulièrement sur l'acoustique virtuelle et comment on peut mixer un contenu capté et simulé. Donc, pour que tout le monde puisse saisir un peu le contexte général des travaux qui ont été menés, je vais remplacer un mot dans le titre, l'acoustique par réalité, parce que la réalité parle un peu plus à tout le monde de manière générale. Donc, la réalité virtuelle en général, on peut décider de capter un environnement physique en 3D grâce à des caméras 3D. Ici, on est à la Maison du Cinéma au centre de Sherbrooke. Ou alors, on peut décider de simuler un environnement physique 3D en 3 dimensions. La plupart du temps, on utilise des ordinateurs pour créer des jeux vidéo et on crée un environnement physique virtuel qui n'existe pas. Et pour la reproduction, donc pour pouvoir profiter de ces environnements-là, on utilise un casque virtuel, réalité virtuelle, qui permet d'avoir une immersion en 3D de notre environnement. Donc maintenant, je reviens à l'acoustique. L'acoustique virtuelle, si on parle de captation, quand on parle de captation, on parle souvent d'antennes de microphone. Ici, on a un exemple d'antenne sphérique, rigide. On va enregistrer des bruits, un environnement sonore, soit une usine, une voie d'autoroute avec du passage. Ou alors, on peut utiliser des simulations. On va simuler un champ sonore, un champ de pression sonore ici. Et ensuite, la plupart du temps, on utilise une antenne de haut-parleur. Ici, on a un exemple d'antenne sphérique de haut-parleur pour pouvoir reproduire ce qui a été mesuré ou ce qui a été simulé. Donc ça, c'est le contexte un peu général de la thèse. Un petit peu d'histoire pour savoir d'où vient l'acoustique virtuelle, parce que c'est une notion qui n'est pas tout à fait intuitive. L'acoustique virtuelle, ça a déjà commencé en 1877 avec le gramophone, qui est l'ancêtre du tourne-disque. Ensuite, on a vu apparaître en 1936 la stéréophonie, le principe de stéréophonie, développé par Blumlein, où on avait une paire de microphones placés à 90 degrés l'un de l'autre. Et ensuite, on rejouait ce qui était enregistré avec 2 haut-parleurs. Puis enfin, on avait en 1988 Berkut qui a proposé la synthèse de champs sonores basée sur les travaux de Huygens en 1600-1690. Donc ça, c'était un peu le contexte historique de l'acoustique virtuelle. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est rendu? Eh bien, on en est rendu à faire des captations avec des réseaux de microphones. Donc, je vais prendre ici notre réseau sphérique qui va nous intéresser tout le long de la présentation. Donc, on parle de captation. Et souvent, ce qu'on fait de cette captation, c'est qu'on va utiliser un format spatial qui décrit l'information qui a été mesurée. Et cette étape-là, c'est ce qu'on appelle l'encodage, pour obtenir ce format spatial. Et ensuite, le format spatial, eh bien, c'est bien d'avoir ce format-là, mais on va, la plupart du temps, chercher à reproduire ce qui a été mesuré par le microphone sphérique avec une antenne sphérique. Ici, on a un exemple d'antenne sphérique de Higher Order Ambisonics qui permet de reproduire en son centre le champ de pression qui a été mesuré. Et cette étape-là, évidemment, on avait l'encodage, maintenant on a le décodage pour pouvoir reproduire tout ça.
Le format spatial s'appuie sur des fonctions bien particulières, parce qu'on ne va pas utiliser l'information brute de ce qui a été mesuré. On utilise ce qu'on appelle des fonctions en harmonique sphérique. Ces fonctions-là permettent, lorsque l'on connaît une fonction, donc ici une fonction g sur une sphère, décrite en θ et en élévation et phi en azimut, eh bien on utilise ce qu'on appelle la projection dans le domaine des harmoniques sphériques, qui permet de décrire cette fonction g que l'on connaît sur la sphère par des coefficients modaux, donc les Gmn que l'on a ici, liés avec cette formule qui permet de passer de notre fonction g que l'on connaît à ces coefficients modaux. Et évidemment, on a la transformée inverse. Lorsqu'on connaît les coefficients Gmn, donc les coefficients modaux, on est capable de redécrire la fonction g théoriquement jusqu'à un ordre infini, on connaît une infinité de coefficients modaux. Et donc les harmoniques sphériques sont des fonctions bien connues en acoustique, décrites par degré et par ordre. Et ici, on a un exemple de ces fonctions à l'ordre jusqu'à l'ordre 2. Par exemple, l'ordre 0 ici décrirait la moyenne de la pression acoustique à l'ordre 0, et les ordres suivants permettraient d'écrire les gradients, les différences, les dérivés de la pression au centre de notre paire. Pour l'acoustique virtuelle, c'est un peu une notion pas du tout intuitive, donc je vais vous donner un petit exemple à quoi ça sert dans la réalité. Alors, une fonction qui est bien connue sur une sphère, c'est la topographie de la Terre, donc l'altitude. Et imaginons que l'on connaît tous les coefficients modaux qui permettent de décrire l'altitude en harmonique sphérique ici. Théoriquement, à un ordre infini, on serait capable on aurait le planisphère, la projection plane de notre sphère, de notre Terre et de son altitude. Et si maintenant on parle en termes de coefficients modaux, donc les TMN, à l'ordre 10, on aurait quelque chose de tout à fait grossier. On distinguerait brièvement les continents, on aurait les océans. Mais plus on va monter en ordre, ici à l'ordre 50, on voit les continents qui sont totalement formés. Et même à l'ordre 200, là, on voit apparaître les failles océaniques. Et donc on obtient de plus en plus de détails sur notre sphère, sur la fonction qui est décrite. Si on revient maintenant à l'acoustique, comment on peut appliquer ce principe-là? Eh bien, si on connaît le champ de pression sonore d'une onde sphérique ici, placé en x, y, z en 2, 1, 0 à 1000 Hz, eh bien, si on connaît ces coefficients modaux, on fait la transformée de cette fonction-là dans le domaine des harmoniques sphériques, eh bien, à l'ordre 10, on va avoir une description assez fidèle en son centre, au centre de notre paire d'études. Et évidemment, dès qu'on va monter en ordre, eh bien là, on va couvrir une plus grande surface, donc on aura plus d'informations spatiales sur notre champ de pression sonore. Donc ça, en théorie, c'est la théorie un peu mathématique qui se cache derrière le format spatial. En pratique, comme je disais, la captation, on mesure la pression sonore au niveau des capsules microphoniques de notre réseau, de notre antenne. Et l'étape d'encodage, eh bien, tout simplement, on a une équation matricielle qui permet de passer de notre pression microphonique à ce qu'on appelle, donc le vecteur B ici, nos coefficients spatiaux, les coefficients ambisoniques, qui lient à la fois les poids, donc la matrice W ici, qui sont les poids associés à la géométrie de notre microphone. Les YMN, ce sont les harmoniques sphériques qui sont prises dans chaque position du microphone, donc qui permet de passer dans le domaine ambisonique. Et FNX, c'est un fil de régularisation qui est lié à la conception du microphone, parce que là, on a un exemple de microphone rigide, mais il existe des microphones ouverts, et dont la matrice F prend en compte. Et donc, le vecteur V, qui sont bien donc, le format de spatial, qui est équivalent à nos coefficients ambisoniques qui vont nous intéresser par la suite. Donc, comme je le disais, donc on a capté, on travaille dans le format spatial, on a notre vecteur B, mais qu'est-ce qu'on en fait par la suite? Eh bien, par la plupart du temps, on va chercher à contrôler le champ sonore à l'intérieur de notre volume V ici. Donc ça, c'est sur une définition continue de notre espace. En pratique, on utilise un réseau de haut-parleurs. Et donc, le but du jeu avec notre vecteur B, c'est de déterminer quelle est la pression qu'on va envoyer, donc quel est le signal qu'on va envoyer à chaque haut-parleur pour pouvoir reproduire fidèlement ce qui a été mesuré. Donc, en partant de notre équation ici de nos coefficients ambisoniques, eh bien, on a ce qu'on appelle le décodage par mode machine, qui est une des façons de procéder pour pouvoir retrouver la fonction, les signaux de commande, qui lie donc cette fois notre vecteur B qui a été mesuré, donc notre format spatial. F-1 de haut-parleurs, ce sont les filtres de régularisation liés au réseau de haut-parleurs, donc qui dépend de la géométrie et de sa conception, si c'est une surface rigide ou ouverte. Pardon. Les YMN sont les harmoniques sphériques qui sont liées aux positions de notre réseau de haut-parleurs, et WHV, les poids liés aux positions des haut-parleurs. Et donc, lorsqu'on a appliqué cette équation matricielle, la pression des haut-parleurs va dans chacun des haut-parleurs, et on est censé retrouver notre pression que l'on a mesurée. Pour s'en assurer d'un point de vue simulation, ce que l'on peut faire, c'est une approche simple source. Lorsque l'on connaît chacune des pressions des HP des haut-parleurs ici, une simple sommation avec une fonction de Green permet d'obtenir le champ de pression en son sein.
Un exemple, si on revient à ma petite onde sphérique X, Y, Z ici, qui est placée en 2, 1, 0. Imaginons qu'on en fait la captation avec un microphone rigide ici, donc j'ai mis un exemple juste là. Eh bien, on peut faire une première chose qui s'appelle l'extrapolation, c'est-à-dire regarder spatialement ce que l'on obtient avec la mesure. Et ensuite, on peut procéder à la reproduction avec l'approche simple source que j'ai présentée juste avant, et on obtient en son centre, ici, la pression que l'on est censé avoir théoriquement. Alors, l'indice visuel que je vous ai donné ici, qu'on a ici, c'est une règle physique, une règle empirique du pouce, qui permet de lier à la fois K, c'est le nombre d'ondes de nos champs de pression, R, c'est la taille de la zone que j'ai mis en avant ici, et N, qui est l'ordre ambisonique de notre mesure. Ici, on a été à l'ordre 5, et donc on obtient une zone de cette taille-là dans notre cas. Et donc, premier point, donc ça, tout ce que je viens de vous présenter, c'est le premier volet qui nous a intéressés dans ces tests, c'est la génération par captation, c'est-à-dire qu'on mesure un environnement sonore quelconque, et ensuite on va chercher à le reproduire. Évidemment, j'ai donné un exemple pour une simple source, mais on peut imaginer des environnements beaucoup plus complexes, multi-sources, placés en hauteur, en élévation, peu importe. Le second volet, j'ai parlé de simulation dans le titre, on a simulation, c'est ce qu'on appelle l'oralisation. C'est-à-dire que l'oralisation suit un processus très connu dans l'acoustique et dans la littérature, c'est qu'on va générer un champ vibratoire à partir d'un modèle mécanique, simulé depuis un ordinateur ou alors un modèle analytique. Ici, on a un exemple d'un ventilateur où on a des vibrations qui sont générées de par le frottement de l'air et qui vont être générées. On associe ce modèle numérique à un modèle de transmission du son. La plupart du temps, on utilise des réponses à l'impulsion d'un environnement. Ici, on a un exemple de réponse à l'impulsion d'une salle. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à coupler notre génération de son et notre modèle de transmission pour pouvoir écouter notre modèle numérique comme s'il était dans un environnement physique. Sauf que ce modèle n'existe pas, il a été simulé, où on obtient des résultats analytiques. Et au final, ce que l'on peut faire, c'est on peut décider de l'écouter au casque, ou alors on peut décider d'utiliser avec un réseau de haut-parleurs, comme pour la captation. Et donc ça, second point, c'est la génération par simulation, où on s'affranchit un peu de la captation physique, et on passe par des simulations ou des lois mathématiques analytiques. Donc en résumé, avec notre format spatial, qu'est-ce qu'on peut faire? Lorsque l'on a mesuré un environnement sonore ici, on peut décider plusieurs choses. On peut décider de synthétiser le champ sonore qu'on a mesuré, comme ici, ce qui est fait la plupart du temps. On peut décider de faire une transformation de scène sur la scène en entier, c'est-à-dire qu'on peut faire des rotations, c'est-à-dire déplacer dans le plan ou en élévation ou en azimut nos sources sonores. On peut décider de dilater ou de zoomer les zones de l'espace, c'est-à-dire une source va occuper plus d'espace spatial d'écoute. Ou alors on peut faire du filtrage spatial, c'est-à-dire qu'on va privilégier une zone d'écoute lorsqu'on a mesuré un environnement sonore. Et évidemment, l'oralisation, dans la littérature, on peut également décider de l'écouter. Par exemple, ici, on a un exemple où la littérature, on a une interaction d'un pneu sur une route alors qui a été simulée et qui a ensuite été écoutée, oralisée. Et dans tout ça, la question se pose donc. On a d'un côté une captation, on a d'un côté des simulations. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir mesurer, d'intégrer les deux en même temps. Et donc, c'est ce qui a amené les travaux de cette thèse. Et plus spécifiquement, dans quelle mesure un contenu qui est simulé peut-il être intégré à une captation? Ici, on a un exemple. Si jamais je décide de mesurer un environnement sonore avec une usine, des voitures et une ambulance, comment je pourrais intégrer la simulation d'un panneau diffracteur, ici une barrière acoustique pour que le voisinage puisse vivre dans un confort tout à fait acceptable. Et donc dans ce contexte-là, où l'on a soit une approche par captation ou par simulation pour faire de la reproduction, dans ce contexte-là, le premier objectif, ça va être d'être capable d'isoler les sources qui composent notre environnement. Donc ici, la reproduction pour la génération de sources, pour l'acoustique virtuelle, pardon. D'ici, imaginons qu'on serait capable uniquement de reproduire le passage des voitures dans notre environnement sonore, tout en enlevant l'ambulance et l'usine. Donc ça, premier objectif. Et second objectif, comment on intégrerait justement la barrière acoustique dans notre environnement. Donc premier objectif, comment on l'atteint, c'est grâce à la séparation aveugle de sources. Imaginons qu'on a deux images ici a priori mélangées. Et bien, comment on procède pour pouvoir obtenir les deux images indépendantes de notre mix? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la séparation de sources. Et donc ça, c'est avec les images. Et d'un point de vue acoustique, comment ça se passe? Imaginons qu'on a une captation avec deux microphones, avec a priori deux signaux qui sont mélangés.
comment on procède pour pouvoir obtenir la sinusoïde et le signal en dents de scie ici, qui composent notre mixage, ce qu'on appelle le mixage en amont. D'un point de vue définition, en définition classique, on a accès à l'information mesurée ici, Y1, Y2, qui sont les mesures de nos microphones. On a une équation matricielle qui permet de lier à la fois les deux sources sonores ici et la contribution de chacune de ces sources à notre mix, qu'on appelle la matrice de mixage, et les signaux de nos sources qui sont multipliés pour obtenir notre mesure. L'objectif donc de la séparation, c'est de partir de ces mesures Y1 et Y2, d'appliquer une matrice W qui a pris matrice de démixage qui va nous permettre d'obtenir ce qu'on appelle les composantes indépendantes, donc S'1 et S'2, qui ont pour objectif d'être au plus proche de S1 et S2. Et donc, en bref, en résumé, W serait la matrice inverse de mixage qui nous permettrait d'obtenir S1 et S2, nos signaux des sources. Donc ça, c'est la définition classique de notre séparation de sources. Donc, nous, on travaille en acoustique virtuelle dans un domaine bien spécifique du format spatial, audio-spatial. Mais on peut appliquer le même principe, la même équation matricielle. C'est-à-dire que quand on fait une captation, on a accès à un vecteur B ici, qui sont les mesures dans le format audio-spatial. Eh bien, on peut mettre sous équation matricielle notre problème ici. Et on va utiliser ce qu'on appelle un algorithme fast-ICA qui se base sur des lois probabilistiques, une estimation stochastique, des lois probabilistiques qui peuvent régner dans notre mesure, pour appliquer ensuite une matrice W, donc qui est la matrice inverse de A, pour pouvoir obtenir S'1 et S'(NS), qui sont le nombre de sources qui seraient dans notre environnement. Donc il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur cette façon de procéder. Je vous donne une référence ici, une des références majeures qui a guidé un peu les travaux. Ces travaux se sont essentiellement intéressés à l'analyse directive de la séparation. Ils ne sont pas allés plus loin, c'est là où je me suis dit on va en profiter. J'ai procédé à une analyse un peu plus fine de les composantes indépendantes, à savoir une modification, une transformation, ce qui peut nous intéresser par la suite, mais aussi de la reproduction de champ. Parce que ce qui est très bien avec, une fois que c'est séparé, ce qu'on a accès, la reconstruction, c'est qu'on a accès au vecteur ambisonique de chacune des sources, lié avec son contenu temporel et fréquentiel, donc l'information temporelle, donc le signal en lui-même, mais aussi l'information spatiale de cette source-là, qui sont contenues, au final, dans les coefficients ambisoniques qui sont séparés de notre source, de notre environnement. Et donc, une fois qu'on a ce vecteur ambisonique, on travaille dans le domaine fréquentiel, on peut procéder à plusieurs choses. On peut passer à une analyse directive, donc plus profonde que ce qui a été fait dans la littérature. On peut faire ce qu'on appelle un produit scalaire de notre vecteur ambisonique S et les harmoniques sphériques qui seraient prises en une infinité, plein de directions autour de la captation pour pouvoir déterminer dans quelle direction majeure la source se trouve. Et donc, c'est ce qui est représenté par le θS ici, qui est la direction d'arrivée de notre source. On peut procéder à des transformations élémentaires. On n'agit plus sur la scène sonore en entier. On travaille sur des scènes sonores, des sources sonores individualisées dans notre environnement, avec une équation matricielle toute simple, avec notre vecteur B ici, T qui serait une matrice de transformation quelconque, et on obtiendrait un vecteur de transformé ici. Ou alors, tout simplement, on peut passer à de la reproduction de champs sonores. Pour s'en convaincre, je vais vous donner un exemple simulé. Je me suis donné deux signaux sonores, un qui fait haut et un qui fait là. Donc, a priori, deux contenus large bande, si on regarde le spectre, large bande et harmonique. Je me décide de les mettre dans l'espace, une en avant, plus en bas, et une en arrière, en haut. Et j'en fais la captation avec un microphone sphérique connu, dont je connais les caractéristiques et la configuration. D'un point de vue temporel, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens en haut le mixage de ma scène sonore ici. Je donne le coefficient ACN0. Comme on travaille dans le domaine ambisonique, on a montré un nombre quantifié de signaux sonores dans le format audio-spatial. Là, je donne un exemple de seulement le coefficient ACN0, qui est la pression majeure moyenne sur notre captation. Et ici, je donne les résultats après séparation. En couleur, on a la source sonore qui a été séparée, superposée en noir. Donc, on voit pas très bien, ce qui est bon signe quand même. Là, parce que cette source est supposément seule dans notre environnement. Donc, d'un point de vue temporel, ça fit bien. On va quand même s'intéresser d'un point de vue fréquentiel à quoi ça ressemble. Donc, d'un point de vue fréquentiel, donc on a notre mixage ici. On a bien les contenus harmoniques de notre La et le contenu basse fréquence ici plutôt de notre Haut. Après séparation, en noir, toujours la source qui est supposément seule, et superposée à sa source quand elle est séparée. Et on voit bien que pour la première source, on a une bonne séparation d'un point de vue fréquentiel. Le contenu harmonique de la seconde source n'est pas du tout présent et est totalement absent. De même pour la source 2, où on a les contenus harmoniques qui sont bien présents par rapport à la première source. Néanmoins, on a quand même
bonne présence à basse fréquence du contenu du haut de la première source ici, mais qui est bien moins présent d'un point de vue niveau sonore que sur la première source. Bon, je disais, quand on a séparé, on peut faire donc une première analyse directive, donc s'intéresser à la directivité, à la direction d'arrivée de notre source, en appliquant ces équations ici. D'un point de vue visuel, lorsque la source 1 est seule, donc c'est en rouge foncé, donc c'est sa direction théorique, direction d'arrivée théorique lorsqu'elle est seule dans la captation. Et en plus clair, c'est quand elle est passée à travers l'algorithme de séparation. Et on voit bien que les directions d'arrivée, tant en azimut qu'en élévation, on obtient bien les résultats attendus lorsque la source est seule. Un petit point à souligner, c'est lorsqu'on se trouve dans les... je vais revenir un point en arrière. Lorsqu'on se trouve aux fréquences harmoniques de notre source, donc on va se dire, on va regarder à 2000 et 800 Hz environ, à 1000 et 800 Hz environ, eh bien on voit qu'il y a une altération de la détermination de la direction d'arrivée pour l'une des deux sources. Ce phénomène-là est expliqué par le masquage fréquentiel qui est intervenu ici, qui intervient ici. Masquage fréquentiel, ça veut dire que d'un point de vue fréquence, l'une des deux sources va jouer plus fort que l'autre, et donc d'un point de vue directivité, ça va se traduire par une analyse qui va tendre vers la source qui joue le plus fort. Néanmoins, lorsqu'elle ne partage pas ce contenu fréquentiel, la direction d'arrivée est correctement déterminée, ce qui est quand même assez intéressant et intéressant. Donc on pouvait faire une analyse directive, comme je l'ai montré, mais aussi on peut procéder aussi à la l'analyse de la reproduction de champs sonores, les sources séparées. À gauche, ici, ce sont pour deux fréquences que j'ai déterminées à 514 et 630 Hz. On a les champs sonores des sources 1 et 2, théoriquement, ce qu'elles sont censées être lorsqu'elles sont captées seules dans notre environnement sonore. Et à droite, c'est le résultat, c'est pas un copier-coller, pour être franc, mais c'est le résultat lorsque les deux sources se trouvent séparées, ont été captées, séparées, puis reproduites. Donc on voit bien la direction d'arrivée qui est correctement reproduite pour la première source, de même que pour la deuxième source. Et le fond d'onde, lui, est correctement reproduit à ces fréquences-là. Donc, premier point, certes, d'un point de vue virtuel, d'un point de vue simulation, ça fonctionne bien. On est capable de reproduire les champs sonores des sources individuelles fidèles d'un point de vue spatial et temporel des sources qui sont captées dans notre environnement. Et donc maintenant, second objectif, ça va être de comment on peut procéder à l'intégration de transformations sur des sources a priori captées. Donc c'est le deuxième point ici que je vais présenter. Donc, la transformation en question, c'est la transformation par morphisme. Et pour faire un petit point de contexte, cette transformation provient de l'acoustique des salles, c'est-à-dire que lorsqu'on a un signal d'origine a priori brute d'information d'environnement, c'est-à-dire qu'il ne contient pas d'informations altérées par un environnement physique quelconque, on le passe à travers une fonction de transfert de salle qui nous donne un signal filtré et qui nous donne l'impression que le signal est présent, enregistré dans cette salle. Donc ça, souvent, c'est ce qu'on appelle la convolution. Lorsqu'on connaît notre signal X ici en fréquence et la fonction de transfert, on obtient notre signal filtré Y. Mais on peut procéder aussi d'une autre façon, c'est-à-dire que si l'on connaît notre signal filtré et que l'on connaît notre signal d'origine, on peut déterminer ce qu'on appelle la fonction de transfert H ici, pour pouvoir l'appliquer, comme c'est le cas dans la convolution, pour pouvoir l'appliquer à d'autres signaux sonores. Eh bien, le morphisme trouve sa définition dans ce contexte-là, dans cette analogie-là. D'un point de vue ambisonique, comment ça se traduirait? Si l'on connaît une scène A ici et une scène B, eh bien, le morphisme traduirait un processus de transformation passant de la scène A à la scène B. Donc, en particulier, si la scène A donc, est une source sonore en conditions de champ libre, donc en conditions anéchoïques, qui ne possède pas d'altération ou de caractéristiques spatiales d'un environnement quelconque, et B, qui est cette même source-là, mais placée dans un environnement, ou alors qui a été déplacée, qui a été tournée, qui a subi des modifications spatiales ou numériques, eh bien, le morphisme traduirait, comme je disais, de la transformation spatiale entre ces deux scènes. Dans la littérature, cette transformation portait le nom de modulation spatiale dans un premier temps, puis dans un second temps, on a vu apparaître le morphisme, mais il n'y avait pas de formulation à proprement parler de cette transformation, il n'y avait pas d'écriture analytique. Et je me suis proposé je me suis inspiré justement de l'acoustique des salles que je vous ai présentée pour pouvoir proposer une définition analytique du morphisme, à savoir si on connaît donc notre vecteur, notre scène A ici traduit par son vecteur B, si on connaît une matrice de transformation, eh bien on pourrait obtenir une matrice B, et c'est dans ce paradigme-là, dans cette référence-là, où j'ai décidé en connaissant une scène B
avec son vecteur ambisonique B et une scène A avec son vecteur ambisonique, on serait capable de déterminer une matrice de transformation qui serait une matrice diagonale qui agirait coefficient par coefficient, élément par élément de notre scène spatiale, pour modifier une scène A. Et donc, on déterminerait un morphisme à partir de cette scène-là. D'un point de vue applicatif, cette formulation proposée, comment ça fonctionnerait? On aurait donc déterminé le morphisme à l'aide des scènes A et B, et l'objectif, ce serait d'appliquer ce morphisme-là à une scène A' connue pour obtenir une scène B' qui est, elle, inconnue, mais dont on souhaiterait que la scène A' possède les caractéristiques ou la transformation suite au morphisme. Pour s'en convaincre, je vais vous présenter un petit exemple assez simple. Ici, on a un pulse en onde plane, 512 Hz porté par 4 harmoniques, comme ça pour faire une généralisation d'un point de vue fréquentiel. On souhaiterait, par exemple, que cette onde plane devienne une onde sphérique placée à pi sur 4 à une certaine distance par rapport à notre fond d'onde ici. Et donc, le morphisme entre ces deux scènes traduirait une transformation d'une onde plane en onde sphérique déplacée de pi sur 4 par rapport à celle-ci. Donc, notre scène imprime cette fois, donc c'est la même onde plane, mais cette fois qui a été tournée dans le plan, donc qui possède les mêmes caractéristiques, donc qui est une onde plane dans le plan. Si je lui applique le morphisme de la transformation, donc du rapport entre les deux scènes précédentes, si je lui applique ce morphisme-là, eh bien, on obtient une onde sphérique qui est déplacée de pi sur 4 dans le plan par rapport au fond d'onde, à la direction d'arrivée de notre fond d'onde. Donc en soi, la définition que j'ai proposée fonctionne, est tout à fait valide pour un exemple élémentaire, mais ça amène à se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des transformations beaucoup plus complexes de notre source sonore? À savoir, en pratique, ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser une scène A qui est une onde plane vierge de toute transformation ou de toute absence d'environnement. Et on souhaiterait imaginer la présence de notre panneau diffracteur du tout début, sa présence qui pourrait être simulée par exemple numériquement, et quel impact ça aurait sur notre onde plane, sur sa propagation avec les phénomènes de diffraction qui sont mis en jeu. Donc on pourrait déterminer le morphisme qui lie ces deux scènes-là et l'appliquer à une scène tierce par la suite. Donc je vais vous en donner un exemple pour s'en convaincre. Donc numériquement, on se donne une onde plane ici qui est captée, car on travaille dans le domaine des harmoniques sphériques, qui va être captée par un microphone sphérique symbolisé par le point vert ici. Même chose avec cette même onde plane, mais cette fois qui a été altérée, dont le champ sonore a été altéré par la présence d'une barrière acoustique dans sa propagation. Donc on voit bien une modification déjà de direction d'arrivée de notre onde plane autour de notre microphone, de même que d'amplitude. Et donc on va construire le morphisme à partir de ces deux scènes-là. Et donc d'un point de vue ambisonique, à quoi ça ressemble? Lorsqu'on fait la captation et quand on fait l'extrapolation, donc on obtient bien notre onde plane ici. On obtient, lorsqu'on fait la même chose avec la captation, avec la barrière acoustique, on obtient l'information spatiale que l'on a ici. On construit le morphisme entre ces deux scènes. Et lorsqu'on se donne une autre onde plane, celle qu'on souhaite transformer, basée sur le morphisme déterminé en amont, si on applique ce morphisme-là, eh bien on retrouve l'information spatiale ici du panneau, de la modification de propagation de notre champ sonore par le panneau sur notre onde plane, alors que le panneau a été construit, la transformation a été construite par deux scènes en amont. Donc super. Deuxième objectif, la transformation est valide d'un point de vue numérique. On va pouvoir valider tout ça. D'un point de vue expérimental, avec nos deux approches, à savoir on va valider expérimentalement la reproduction de sources individualisées par un algorithme de séparation, et on va valider aussi expérimentalement la transformation d'un contenu transformé par morphisme. Donc pour la méthodologie que j'ai eue, c'est une approche assez pragmatique, c'est-à-dire que j'ai construit une base de données de réponse à l'impulsion pour pouvoir évaluer la séparation de sources dans un environnement anéchoïque et réverbérant. Donc ça m'a permis d'avoir une base de données de réel et de pouvoir généraliser les résultats de séparation et pour pouvoir aussi étudier les limites des cas d'application de cette séparation. Pour la reproduction de champs sonores, également, j'ai utilisé des mesures de réponse à l'intuition afin de pouvoir être plus versatile dans le post-traitement, d'avoir des références dans les sources sonores lorsque les sources sont seules dans l'environnement, et également de faire la généralisation par rapport aux résultats de séparation. Donc les réponses à impulsion que j'ai effectuées, elles ont été faites dans la salle MMR à Montréal, qui est une salle configurable avec des rideaux
et des bannières acoustiques qui permettent d'absorber le son, qu'on peut décider d'enlever ou de mettre en place pour faire varier le temps de réverbération. La salle fait 16 mètres par 25 par 16 mètres 50, donc qui est relativement grande. On a un être humain de type François qui est venu m'aider pour les mesures pour se rendre compte un peu de la taille de la salle. Et donc, on a une configuration fermée lorsque les rideaux et les bannières sont en place. Et on a la salle ouverte, dite ouverte, lorsque les surfaces, les diffractions, les panneaux diffracteurs sont apparents pour pouvoir amplifier le temps de réverbération. Donc, ça a donné deux configurations. Ici, on a la réponse à l'impulsion, une réponse à l'impulsion dans la salle fermée, où on voit bien une décroissance très importante juste après le premier pic, donc qui est notre impulsion majeure euh, dans notre salle. On voit un pic secondaire ici, qui lui provient du plancher, parce que le plancher, on n'a pas pu le modifier. Et même chose, une réponse à impulsion dans notre environnement ouvert, où là, on voit bien la décroissance qui a augmenté, on a un temps de réverbération qui est beaucoup plus grand. Donc, pour résumer, les réponses à impulsion ont été effectuées sur 15 positions de source, réparties un peu aléatoirement autour de la salle, pour une position de microphone. Le microphone qui a été utilisé, c'est un microphone Engelmic 32, qui permet un encodage ambisonique jusqu'à l'ordre 4. Et aussi, les sources sonores sont placées dans le plan horizontal du microphone. Donc déjà, cette première série de mesures a permis d'évaluer la séparation de sources dans un environnement réverbérant. Et ce qui a été intéressant, c'est d'étudier un peu d'étudier les limites d'application de la séparation dans cet environnement-là. Essayer de trouver un critère qui permettrait de dire lorsque la séparation fonctionnerait et lorsque la séparation ne fonctionnerait pas. Il y a une seconde configuration que j'ai effectuée, qui est une configuration plus régulière, où là, j'ai placé des sources à 1 mètre, 7 mètres 50 et 15 mètres de mon microphone, afin d'étudier donc les limites dont je parlais. Et un des critères qui a été intéressant qu'on s'est donné pour évaluer la faisabilité de la séparation, c'est le rayon de réverbération. Le rayon de réverbération, c'est une distance à partir de laquelle on peut considérer, dans un environnement réverbérant, on peut considérer que le champ direct et le champ diffus d'une source sonore sont à la même amplitude, sont mélangés. Inférieur à cette distance, le champ direct prendra le dessus et donc la source sera discernable par rapport à son champ diffus. Si on se trouve au-delà, à plus grande distance, eh bien on percevra plus l'environnement que la source sonore elle-même. Donc là, je vais prendre un petit temps quand même sur ce schéma qui est le processus global que j'ai construit afin d'évaluer la séparation de sources. Donc en rouge, on aura les signaux ambisoniques en ambisonyle, en bleu les signaux temporels classiques et en vert la physique, les principes physiques. Donc dans ma banque de réponses impulsionnelles, je vais me donner deux positions de sources avec deux sources que je vais construire et ensuite que je vais sommer et que je vais faire passer à travers notre algorithme de Fast-ICA de séparation de sources. Cet algorithme va me donner à la fois les signaux séparés, donc les composantes indépendantes de mon environnement et la matrice de démixage. Et donc, je vais reconstruire les sources, les composantes une à une d'un point de vue ambisonique, donc procéder au décodage de ces sources-là pour pouvoir les reproduire, capter la reproduction et extrapoler, et ensuite comparer le champ sonore de ces sources séparées au champ sonore de la source, par exemple pour la source 1, à son champ sonore lorsque celle-ci est supposément seule dans l'environnement sonore. Ceci, ça permettrait d'évaluer est-ce que la reproduction d'une source séparée est tout à fait fidèle à la reproduction de cette même source lorsqu'elle est placée seule dans l'environnement. Pour la reproduction, ce qui a été utilisé, c'est une sphère de haut-parleurs, une sphère de 50 haut-parleurs, suivant un schéma de Lebedev, qui permet un décodage jusqu'à l'ordre 5, et un microphone Zilia qui permet un encodage jusqu'à l'ordre 3. Donc on a vu, petite parenthèse, il y a un ordre 4, l'ordre 3 qu'on a vu en amont. C'est pas très grave que les ordres ne coïncident pas, tout simplement. Ce qui va se passer, c'est qu'on aura plus d'haut-parleurs que nécessaire lors de la reproduction de chacune des encodages de microphones. Donc, premier résultat que je vais vous présenter, lorsque les sources sont placées relativement proches de notre microphone, en haut, on a une machine à coudre et en bas, une scie à bois. Donc, que je couple à une réponse à impulsion pour chacune. Donc, aux réponses, un peu vite, aux réponses placées en 2C et en 4C ici, donc qui sont alignées par rapport au microphone et à pi sur 4 par rapport au microphone. En haut, j'ai le spectre du mixage. Donc, on voit bien apparaître, on voit apparaître les composantes harmoniques de la scie à bois et on voit la basse fréquence de notre machine à coudre. En dessous, en rouge, comme pour l'exemple simulé que je vous ai présenté avant, on a en rouge la scie à bois, la machine à coudre qui est passée à travers la captation et la séparation. En noir, c'est quand elle est supposément seule dans l'environnement.
et on voit bien que son contenu superposé à son contenu lorsqu'elle est seule, on voit bien que les harmoniques ont quasiment l'harmonique principale, la première harmonique de la scie à bois a disparu et les harmoniques secondaires ont été totalement atténuées pour laisser place en amplitude à au contenu basse fréquence. De même pour la source 2, ici, on voit que les harmoniques, elles, sont présentes par rapport à ce que la source est censée donner lorsqu'elle est seule dans l'environnement. Et le contenu basse fréquence de la machine à coudre, elle, a lui été totalement atténué. Et donc, lorsqu'on a fait la séparation, ce qui a été intéressant, c'est de faire la reproduction et on capte la reproduction de nos sources séparées. Donc, à gauche, on a notre source 2 qui est toute seule dans l'environnement et la source 1 qui est toute seule dans l'environnement. Donc, ce sont les reproductions de nos champs sonores. Et à droite, on a la reproduction des sources, de ces mêmes sources lorsqu'elles ont été captées, séparées et reproduites par le réseau de haut-parleurs. Donc, on voit bien dans un premier temps la reproduction de la direction qui est fidèle pour les deux sources, malgré une baisse d'amplitude pour la première source qui est observable ici. Et donc, comme pour la première partie ici et la première partie simulée, ce qui va être intéressant, c'est d'analyser la direction d'arrivée. Est-ce que la direction d'arrivée a été correctement reproduite pour nos deux sources? A priori, oui. Lorsque la source 1 est seule, on est bien déjà à la position attendue. Pareil pour la source 2. Et lorsqu'elle est séparée, on retrouve bien la position attendue lorsqu'elle est séparée pour les deux sources. D'un point de vue azimut, lorsque les sources sont placées dans le blanc. D'un point de vue d'élévation, c'est un peu plus le bazar, et bien parce qu'on se trouvait dans un environnement où il y avait un plancher, et donc la grande variation que l'on voit ici, les grandes interférences que l'on voit, c'est lié à l'interférence destructive ou constructive avec la source image qui se trouve avec le plancher de notre source, avec le plancher. Donc ça, c'est un résultat qui est très encourageant, mais on se plaçait dans des conditions par rapport au rayon de réverbération, des conditions assez favorables, où on était proche du microphone. Second résultat, où là, je voudrais vous montrer justement le cas où on se trouve au-delà du rayon de réverbération et on s'attend à ce que ça ne fonctionne pas, bien, avec de moins bonne performance. Donc en haut, on a notre mixage dans la configuration un peu plus éloignée, à 7,50 m. En rouge, en couleur, les sources lorsqu'elles sont séparées, et en noir, lorsqu'elles sont seules dans l'environnement. On voit bien que pour la première source, le contenu harmonique est plus présent dans cette source-là. De même, dans la seconde source, le contenu harmonique est séparé, mais on a quand même une mauvaise et une moins bonne estimation de la totalité de la largeur de bande de fréquence de cette source-là. Lorsqu'on procède à la reproduction, on voit bien que pour la source 1, lorsqu'elle est seule, on a une direction qui est tout à fait différente de la source 2. Par contre, lorsque la source 1 et la source 2 sont séparées dans le mixage, on voit qu'elles partagent une direction commune, ce qui est confirmé après par l'analyse directive. On voit bien qu'il y a une superposition de la directivité qui est dans le plan azimutal qui est mélangée. Et donc ça c'est confirmé par le côté diffus de notre environnement et notamment aussi le masquage fréquentiel, car dans cette configuration-là, un phénomène de masquage va venir altérer les sources sonores pour que la direction d'arrivée soit mélangée et tende vers une des deux sources. Donc, d'un point de vue objectif, si on en revient, donc, super, on est capable de reproduire les sources qui sont individualisées dans une scène sonore, si l'on respecte bien évidemment le critère de rayon de réverbération. Et donc, si on respecte ce critère, l'objectif est atteint, on est capable de séparer, reproduire fidèlement et de déterminer individuellement les directions d'arrivée des sources. Et donc, second objectif ici, à valider expérimentalement, c'est le morphisme. J'ai effectué la même approche, c'est-à-dire de mesurer des réponses à l'impulsion de configuration et surtout des configurations qui sont quantifiables. J'entends par ce point, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de sens de déterminer, de créer une modification qui est virtuelle par ordinateur et de mesurer tout simplement ce que fait cette modification. Il a été intéressant pour moi de mesurer des configurations quantifiables. Ici, on a un exemple avec un panneau, un haut-parleur et le microphone Zilia au fond, de sorte à avoir des scènes de référence pour pouvoir évaluer est-ce que le morphisme a été correctement appliqué à notre scène sonore, et donc pour pouvoir évaluer notre transformation. Donc, premier exemple ici, donc pour nos scènes sonores, si on se rappelle un peu le morphisme, si on se rappelle comment le morphisme est construit, notre scène A, ici, notre scène 1, va jouer le rôle de notre scène A, donc à savoir une onde sonore brute, donc vierge de toute transformation, de tout environnement sonore. Notre scène 2 ici, qui a la présence d'un obstacle dans notre panneau, proche du microphone Zilia, donc on s'attend à ce que les phénomènes de diffraction soient très présents et viennent altérer grandement notre champ de pression sonore capté, issu du haut-parleur.
Et on a notre scène A' ici, qui est une scène sonore, donc qui va être la scène sonore tournée dans le plan horizontal, donc qui va être une onde, pareil, brute et vierge de toute transformation, qui va être bien conditionnée pour s'assurer qu'on peut appliquer la transformation à cette onde sonore captée. Et la scène sonore de bis ici, qui va nous servir de référence afin de comparer, est-ce que la transformation que j'ai construite avec les deux scènes d'en haut, est-ce qu'elle est correctement appliquée à la scène 1 bis ici, pour donner le résultat attendu lorsque le panneau est réellement en place dans notre environnement. Donc, pas mal d'informations, je vais prendre le temps un peu d'expliquer tout ça. Au centre, donc sur la partie gauche, on a notre onde plane qui est brute, donc dont je donne l'extrapolation à 500, 1000 et 2000 Hz. Et à gauche, je donne le spectre en fréquence du premier ordre ambisonique de notre captation, de la captation de notre onde plane. La moitié droite, on a notre onde plane qui est altérée par la présence dont le champ de pression sonore est altéré par la présence du panneau. Et on voit bien une décroissance à partir d'une certaine fréquence, et notamment des interférences liées au phénomène de diffraction et des ondes planes émanantes de chacun de tous les bords du panneau. Et donc on s'attend à avoir cette transformation sonore, donc le morphisme, on va construire le morphisme entre ces deux scènes sonores pour pouvoir l'appliquer à donc, notre scène sonore 1 bis ici. Ici, je vais faire un zoom à 2000 Hz parce qu'à 2000 Hz, on a des effets notoires de la diffraction. Et donc, on s'attend à avoir comme résultat une modification absolue, enfin, une bonne modification du front d'onde de notre onde plane, un niveau sonore semblable à celui-ci, et notamment un champ d'intensité, donne une information spatiale en supplément, afin de se convaincre, de visualiser justement les transformations spatiales attendues par la présence du panneau. Donc, on s'attend à voir les résultats que l'on a ici, donc une modification du front d'onde, un niveau sonore de cette sorte-là, et une propagation du champ d'intensité normalisé. Et à droite, ici, ce que l'on a, eh bien, c'est la transformation de notre onde plane, transformation construite à partir des scènes sonores mesurées, et on obtient bien une modification de cette sorte-là de notre front d'onde, on obtient bien la même transformation, le même niveau sonore attendu, et aussi on obtient un champ d'intensité vectorielle qui est semblable à celui-ci. On a un petit décalage sur les bords ici et ici, que l'on va retrouver par la suite lorsqu'on fait l'erreur entre nos deux scènes. Si on fait l'erreur du niveau sonore, on a une erreur qui est inférieure autour de 5% ou inférieure à 5%. Sur l'écart angulaire, je vais un peu vite, pardon. Sur l'écart angulaire, bah, comme attendu, on a bien un écart angulaire qui est important sur les bords de notre zone KR égale N pour l'intensité. Mais lorsque l'on regarde les spectres en amplitude au premier ordre, on voit bien que l'allure des spectres se suit relativement bien, et que l'écart que l'on a d'un point de vue angulaire, on le retrouve à 2000 Hz, ici, à l'écart en amplitude de nos deux scènes. Je vais terminer avec un exemple, je vais aller un peu plus rapide sur cet exemple-là, on sait comment ça fonctionne maintenant, où là, cette fois, le panneau est proche du haut-parleur, donc on devrait avoir une modification essentielle d'amplitude, ce que l'on voit ici. Et donc, on construit le morphisme entre ces deux scènes ici, que l'on applique, on va vouloir appliquer à notre scène ici, un bis, et on donne les informations spatiales à quoi devrait ressembler le champ sonore, le niveau sonore, et le champ d'intensité et la direction de propagation. Et lorsqu'on regarde le résultat, à gauche, on a notre référence, donc lorsque le panneau est physiquement en place dans notre mesure. Et à droite, c'est ce que l'on a lorsque l'on applique la transformation par morphisme à notre scène sonore, notre onde plane dans le plan. Et donc, on voit bien que l'amplitude déjà a été correctement retrouvée, le niveau sonore également, de même que le champ vectoriel d'intensité. Puis pour conclure, que lorsqu'on fait l'écart, on obtient des écarts qui sont très faibles dans cette configuration-là. Ce qui sous-entend que dans la première configuration que je vous ai présentée, lorsqu'on se trouvait derrière le panneau avec les effets de diffraction, on se trouve dans une zone où l'impact de la diffraction est très important. Donc, la position du microphone est très sensible à capter ces effets-là. Et donc, lorsque j'ai fait l'écart et lorsque j'ai mesuré la scène sonore, probablement un décalage de mesure a suggéré à provoquer cet écart dans la transformation de morphisme et l'écart que l'on a dans la transformation. Donc, super. D'un point de vue expérimental, si on s'affranchit des erreurs de mesure, notre transformation est correctement appliquée. Et donc, on valide expérimentalement notre transformation par morphisme. Et donc, si on conclut un peu un bilan général de ce qui a été fait, pour la séparation de sources, donc on a été capable de séparer les informations fréquentielles et spatiales de nos sources dans le domaine ambisonique.
sachant qu'on se trouve dans un environnement réverbérant, il y a le critère du rayon de réverbération qui va venir fixer un petit peu cette limite d'application et de résultats cohérents et exploitables par la suite. Et également, on a le phénomène de masquage fréquentiel qui va venir perturber, amoindrir l'efficacité de la séparation de source dans ce domaine-là. Néanmoins, lorsqu'on respecte ces cas-là, on obtient bien une bonne reproduction du champ, de la direction d'arrivée, et une bonne reproduction de nos champs sonores, de champs de pression sonore de nos sources. Puis deuxième point, pour le morphisme, donc j'ai montré que par la définition que j'ai proposée de la transformation par morphisme, on est capable de construire une telle transformation lorsque l'on connaît, à la manière de l'acoustique des salles, lorsque l'on connaît deux scènes ambisoniques, on est capable de déterminer une telle transformation et de l'appliquer à une scène sonore qu'on appelle vierge de transformation. Et évidemment, cette scène sonore doit avoir les mêmes propriétés, c'est-à-dire que si le morphisme a été construit à partir d'une onde plane pour devenir une onde sphérique, eh bien, on va pouvoir appliquer uniquement cette transformation-là à une onde plane et non pas à une onde sphérique, à la manière de l'acoustique des salles. On ne va pas appliquer une fonction de transfert à un signal qui possède déjà des informations d'environnement sonore. Par la suite, ça a posé quand même quelques questions, parce qu'on se trouvait dans un cas limite pour certaines applications, certains des objectifs. Par exemple, pour la séparation de sources, j'ai utilisé un réseau de microphones à l'ordre 4 ou à l'ordre 3, ce qui serait intéressant pour aider peut-être dans un environnement réverbérant, on pourrait utiliser une antenne beaucoup plus complexe qui donnerait accès à plus d'ordre ambisonique pour pouvoir aider la séparation à identifier, à individualiser les sources dans un environnement. Une analyse plus profonde des coefficients séparés. Par ce point-là, on pourrait s'intéresser à la distance à laquelle une source se trouve. Alors, en effet, l'analyse qui a été faite là dans les travaux, c'est une analyse directive essentiellement. Un point qui pourrait être intéressant, c'est de déterminer une distance, à quelle distance la source pourrait se trouver pour pouvoir exploiter et déplacer et utiliser une autre technique de champ sonore, j'y reviendrai, et aussi utiliser des algorithmes à réseau de neurones. Est-ce que les algorithmes à réseau de neurones vont pouvoir aussi aider à séparer un contenu ambisonique, à savoir est-ce que lorsqu'on utilise un algorithme à réseau de neurones, est-ce que l'algorithme va être capable de pouvoir fournir les mêmes résultats d'un point de vue spatial et non pas seulement d'un point de vue fréquentiel, ce qui est la plupart du temps utilisé. Un des points aussi, donc, par rapport à l'analyse plus profonde, la reproduction de champs sonores, on pourrait utiliser la wave-field synthesis. Là, j'ai utilisé un réseau sphérique donc, qui confine une approche physique au centre d'une sphère, donc, qui nous permet d'exploiter l'aspect tridimensionnel de l'espace. La wave-field synthesis, la plupart du temps, c'est une technologie qui permet d'avoir une zone plus large d'écoute, mais cette fois-ci, la source a besoin d'être décrite entièrement dans l'espace. Et donc, c'est pour ça qu'une analyse plus profonde, en déterminant la distance à laquelle la source se trouve, on pourrait la placer et modifier grâce à ça et exploiter la technologie de wave-field synthesis. Un dernier point qui me semble crucial aussi pour le morphisme, que je n'ai pas utilisé malheureusement, qui est le critère de planarité. La planarité, ça permet d'évaluer l'aspect plan d'une onde et donc ça permettrait de se dire, est-ce qu'au-delà d'un certain critère, on pourrait exploiter le morphisme pour l'appliquer à une telle onde qui a été captée. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Ça synthétise les travaux que j'ai effectués et si vous avez des questions, un plaisir d'y répondre.